Dans le restaurant le plus cher de Paris, un milliardaire, le poignet scintillant d'une montre à un demi-million d'euros, frappe la table de sa main. Il pointe un doigt accusateur vers la serveuse silencieuse, Ariane, la voix dégoulinante de mépris. Toi, avec tes chaussures usées et ta vie au SMIC, tu ne seras jamais riche. Tu n'as pas le cran. Tout le restaurant se fige. Le milliardaire, Marc Fournier, ricane, mais Ariane ne bronche pas. Elle sort simplement un téléphone sobre, sans marque. 5 pressions. Un léger son de balayage. Quelques secondes plus tard, le téléphone du milliardaire vibre. Il baisse les yeux. C'est une alerte bancaire. Un virement entrante de 10,000,000 euros. L'expéditeur, A. Valois. Ses yeux passent de son téléphone à son badge nominatif. Ariane. Son rire s'éteint. Ça, dit doucement Ariane, sa voix soudainement glaciale, ce n'était pas un cadeau. C'était un achat. Et vous venez de me vendre la totalité de votre entreprise. Le Compas Doré n'était pas un restaurant. C'était une cathédrale de la richesse, nichée dans une ruelle pavée tranquille de Saint-Germain-des-Prés. Il n'y avait pas d'enseigne. Si vous deviez demander où il se trouvait, vous n'aviez pas les moyens d'y être. À l'intérieur, le monde disparaissait. Les plafonds étaient voûtés, drapés d'un velours prune foncé qui absorbait le son, créant un silence feutré et révérencieux. La seule lumière provenait de lampes à gaz vacillantes sur chaque table, projetant des flaques d'or sur le lin blanc amidonné. L'air sentait le vieil argent, les livres reliés en cuir et l'arôme faible mais riche de la truffe et du porto vieilli. C'était le monde qu'Ariane Valois habitait depuis 6 mois, et elle était, de l'avis de tous, la personne la plus invisible qui s'y trouvait. À 27 ans, Ariane était un fantôme dans une simple robe noire et un tablier blanc impeccable. Ses cheveux châtain clair étaient tirés en un chignon sévère et fonctionnel qui cachait toute trace de personnalité. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement, ses pieds silencieux dans ses chaussures de service orthopédiques noires et usées. Elle était la meilleure serveuse de la salle, non pas parce qu'elle était charmante, mais parce qu'elle était efficace au point d'être inexistante. Elle pouvait remplir un verre d'eau sans que le buveur n'interrompe jamais sa conversation. Elle pouvait débarrasser une assiette comme si elle s'était simplement évaporée. Cet anonymat était précisément ce pourquoi elle avait payé. Le personnel ne la connaissait que sous le nom d'Ariane. Elle était calme, polie et partageait généreusement ses pourboires avec les commis. Ils supposaient qu'elle était une étudiante de 3e cycle en difficulté, peut-être noyée sous les dettes étudiantes. Ils auraient ri si quelqu'un leur avait dit que son simple poignet sans fioriture, si souvent occupé à porter un lourd plateau, valait plus que tout le pâté de maison où se trouvait le restaurant. Sa plus proche amie était Chloé, une jeune femme de 22 ans, perpétuellement stressée et aux yeux brillants, qui essayait de percer comme actrice. Chloé était une serveuse épouvantable. Elle était maladroite. Elle oubliait les commandes et parlait trop. Mais elle avait bon cœur, et Ariane se retrouvait souvent à couvrir les tables de Chloé, à réparer ses erreurs avant que les clients, ou pire, le directeur ne s'en aperçoive. La table 7 est un cauchemar, a chuchoté Chloé à Ariane près du poste de service, ses mains tremblant visiblement alors qu'elle essayait de polir un verre à vin. Il a déjà renvoyé l'eau 2 fois. Qu'est-ce qui n'allait pas? A demandé Ariane, sans lever les yeux alors qu'elle pliait méthodiquement les serviettes. La première fois, il a dit qu'elle avait un goût plat. La deuxième fois, il l'a tenue à la lumière et a prétendu voir une particule. C'est de l'eau de source Châteldon. Elle coûte 90 € la bouteille. Je pense qu'il aime juste me regarder courir. C'est un nouveau riche, dit simplement Ariane. Les anciennes fortunes ne se plaignent jamais de l'eau. Elles se plaignent de la température de la pièce. Eh bien, monsieur nouveau riche va avoir un verre d'eau du robinet s'il en redemande, a marmonné Chloé, s'attirant un rare et fugace sourire d'Ariane. Ne fais pas ça, a dit Ariane. Je prends la table. Occupe-toi de la table 12. Les Delacroix sont adorables. Ils veulent juste leur vin. Ariane, tu me sauves la vie. Il est intense. Il est bruyant. Ils sont tous bruyants quand ils ont quelque chose à prouver. Ariane a attrapé une nouvelle bouteille de Châteldon et un plateau en argent refroidi. Elle est entrée dans la salle, le dos droit, son expression un masque parfait de neutralité polie. Et c'est là qu'elle a entendu la voix. Ce n'était pas seulement bruyant. C'était un bang sonique d'arrogance, brisant la paix soigneusement entretenue du Compas Doré. Je vous le dis, messieurs, dès qu'ils ont senti l'odeur du sang, ils ont plié. Complètement plié. C'est le problème avec ces entreprises historiques. Elles sont dirigées par de vieux imbéciles sentimentaux qui se soucient de la tradition. La tradition, a tonné la voix, suivie d'un rire rauque et aboyant. N'est qu'un mot poli pour une occasion manquée. Elle est arrivée à la table 7. C'était un groupe de 3 hommes. 2 étaient jeunes, dans la fin de la vingtaine,
portant des costumes bleu marine identiques et des expressions d'admiration obséquieuses. C'étaient les poissons pilotes. Le requin était assis au centre. C'était Marc Fournier. Ariane n'avait plus besoin d'être dans le monde de la finance pour le reconnaître. Le vautour de la défense. Il avait la fin de la quarantaine, des cheveux poivre et cils plaqués en arrière, et un visage de cuir profondément bronzé qui semblait avoir été sculpté dans du bois flotté de luxe. Il portait un costume Zegna, mais le portait mal, les épaules voûtées par une énergie prédatrice et agitée. Mais la chose la plus odieuse chez lui était sa montre. Ariane l'a reconnue instantanément. Une Richard Miller M50 à 3 tourbillons, une pièce d'horlogerie squelettée et absurdement complexe qui coûtait plus de 500 000 €. C'était le genre de montre que quelqu'un portait non pas pour lire l'heure, mais pour dire à tout le monde que leur temps ne valait rien. « Bonsoir, messieurs », a dit Ariane, sa voix un murmure doux et bas. « Encore de l'eau ?» Marc Fournier ne l'a même pas regardé. Il a levé son verre, parlant toujours à ses analystes. « Alors, on les fait mariner, on rachète la dette, et on les saigne à blanc. C'est le même jeu à chaque fois. Ils pleurent, ils supplient, ils parlent de leur grand-père qui a démarré l'entreprise dans un garage. Je leur dis, votre grand-père aurait dû vendre au plus haut. » Incroyable, monsieur Fournier. Vraiment, a dit le premier analyste. Simplement brillant, a dit le second. Fournier a finalement tourné la tête, ses yeux bleus et froids se posant sur Ariane. Il ne l'a pas regardée, mais à travers elle. Oui, de l'eau. Et cette fois, assurez-vous qu'elle vient d'une source pure, pas de la Seine. Il a laissé son regard dériver sur elle, de son simple chignon jusqu'à ses chaussures. Un sourire narquois a joué sur ses lèvres. C'était le regard d'un homme qui passait sa vie à quantifier, évaluer et rejeter. Il l'a vu, et en un dixième de seconde, il avait calculé sa valeur nette, son potentiel de vie, et l'avait trouvé égal à 0. Et apportez-nous une bouteille du Pétrus 2009, a claqué Fournier. Et n'essayez pas de me vendre plus cher. Je sais ce que ça coûte, et je sais que vous touchez probablement une commission. Un très bon choix, monsieur, a dit Ariane, sa voix inchangée. Je passe la commande immédiatement. Alors qu'elle se tournait pour s'éloigner, elle l'a entendu rire à ses analystes. Mon Dieu, j'adore cet endroit. Même les domestiques sont bien dressés. C'est comme un zoo pour les pauvres, mais il vous apporte des choses. Ariane s'est arrêtée un seul instant imperceptible. Elle se tenait près du mur lambrissé d'acajou foncé, juste hors de sa ligne de mire directe. Elle a fermé les yeux. Elle n'était pas en colère. La colère était une émotion qu'elle avait algorithmiquement codée hors de ses stratégies d'investissement, et elle essayait de faire de même dans sa vie personnelle. Ce qu'elle ressentait, c'était des données. Elle était une analyste de données, et Marc Fournier était un ensemble de données fascinants, bien que répugnants. Il n'était que volatilité. Aucune valeur sous-jacente. Il était une action bulle. Et les bulles, Ariane le savait mieux que quiconque, étaient faites pour éclater. Elle s'est dirigée vers le poste du sommelier, mais elle n'est pas allée à la cave à vin. Elle s'est glissée dans le couloir étroit qui menait au vestiaire du personnel, le monde réel derrière le rideau de velours. Elle a sorti un téléphone. Ce n'était pas le téléphone prépayé bon marché qu'elle utilisait pour les urgences. C'était un appareil élégant, noir, sans marque, sans port discernable. Elle a pressé son pouce sur l'écran. Il est resté noir. Puis elle l'a levé et un minuscule scanner infrarouge a cartographié son iris. L'écran s'est allumé, affichant une seule lettre grecque stylisée, Cassandre. Elle a tapé un seul nom dans la ligne de commande, Marc Fournier. Un flux de données, sécurisé et crypté, a afflué de ses serveurs privés dans une forteresse de données suisses. C'était l'œuvre de sa vie. Projet Cassandre, l'algorithme financier prédictif le plus puissant jamais créé, l'algorithme qui avait fait d'elle une milliardaire à 24 ans et la raison pour laquelle elle se cachait maintenant en tant que serveuse. Elle a fait défiler les informations, capital Fournier, participation, position à effet de levier, ratio dette, fonds propres. Et puis elle l'a vu. Une nouvelle acquisition à fort effet de levier. La Fondation Saint-Nicolas, a-t-elle murmuré, le bâtiment historique de la rue de Sèvres. Elle connaissait ce bâtiment. Son jeune frère, avant de décéder, avait été traité par les spécialistes en pédiatrie de la Fondation. C'était un lieu de miracle silencieux. Elle a lu les détails. Fournier n'investissait pas dans la Fondation. Il avait vendu à découvert ses obligations et prévoyait une OPA hostile sur le bâtiment lui-même, qui détenait la dotation, affirmant que le conseil d'administration gérait mal l'actif. Son plan, clairement énoncé dans une note de service que Cassandre avait interceptée, était de dissoudre l'œuvre de charité, de liquider la dotation et de démolir la relique structurellement fragile pour construire des condominiums de luxe. Une nouvelle émotion est entrée dans le système d'Ariane. Ce n'était pas de la colère.
C'était quelque chose de plus froid. C'était une intention. Monsieur Fournier, a-t-elle murmuré dans le couloir vide. Vous venez de faire une erreur très sentimentale. Elle a rangé le téléphone, son visage un masque de calme parfait. Elle est allée à la cave, a récupéré la bouteille de Château Pétrus 2009 à 5 000 € et s'est préparée à servir l'homme qu'elle s'apprêtait à détruire. Le processus était presque une méditation pour elle, une série de mouvements précis et sans émotion qui la calmaient. Chaque étape était calculée, du choix du tire-bouchon à l'angle exact du décanteur. C'était un algorithme physique, un contrepoint à la tempête numérique qu'elle venait de déchaîner. Ariane est retournée à la table avec la révérence d'une prêtresse. Le vin a été présenté. La bouteille a été montrée à Fournier, qui a grogné son approbation sans regarder. Le bouchon a été tiré avec un léger pop. Une petite quantité a été versée dans une carafe, tournoyée, puis versée dans un verre pour que Fournier puisse goûter. C'était le théâtre du service, et Ariane était une maîtresse en la matière. Fournier a pris le verre, l'a fait tourner de manière amateur, et a plongé tout son nez dans le calice. « C'est bon », a-t-il dit, agitant la main avec dédain. « Servez, c'est tout. » Ariane a procédé au service de ses deux analystes, puis de Fournier. Pendant qu'elle versait, Fournier était de retour sur son téléphone, son pouce balayant agressivement l'écran. « Ces imbéciles de la Fondation », a-t-il craché, s'adressant à personne en particulier. Ils essaient de rallier les architectes des bâtiments de France. Ils m'envoient des lettres des enfants. Vous imaginez le culot? Dégoûtant, monsieur, a murmuré un analyste, sirotant le vin qu'il ne pouvait manifestement pas se permettre. C'est une relique structurellement fragile, infestée de rats, et je rends service à la ville, a poursuivi Fournier, sa voix s'élevant. C'est un fardeau pour les impôts. Toutes ces associations à but non lucratif le sont. Ce sont des sangsues déguisés en marketing bien pensant. La valeur sentimentale ne paie pas la taxe foncière, messieurs. Rappelez-vous de ça. Ariane a fini de verser et a posé la bouteille sur la table. Sa main était d'une stabilité à toute épreuve, mais dans son esprit, un souvenir jouait, vif et importun. Elle avait 10 ans. Elle était dans cette exacte relique infestée de rats, assise dans une salle de jeu remplie de meubles dépareillés et colorés. Son petit frère, Léo, qui avait 6 ans, était assis par terre, le crâne chauve à cause de la chimiothérapie, riant alors qu'un bénévole avec une perruque de clown lui apprenait un tour de cartes. Les médecins de Saint-Nicolas lui avaient donné 2 années de plus. 2 bonnes années que personne d'autre ne pensait qu'il aurait. Il n'avait jamais envoyé de facture à sa famille. Elle se souvenait de sa mère pleurant dans le couloir, tenant la main d'un médecin, le docteur Harris, qui avait dit « Nous n'arrêtons pas. Nous nous battons jusqu'à la dernière minute. » Tradition, vieux imbéciles sentimentaux, sensu. Les mots de Fournier résonnaient dans le souvenir, le tordant en quelque chose de laid. Il ne prévoyait pas seulement de démolir un bâtiment. Il prévoyait de raser au bulldozer le dernier et le meilleur souvenir de son frère. « Y aura-t-il autre chose, monsieur ?» a demandé Ariane, sa voix une octave plus bas, bien qu'elle ne s'en soit pas rendue compte. Fournier l'a effectivement regardé cette fois, agacé par l'interruption. « Quoi? Non, restez là-bas et essayez d'être invisible. J'essaie de faire des affaires. » Il s'est ensuite retourné vers ses analystes, un sourire cruel s'étalant sur son visage. C'est la meilleure partie. La pièce de résistance. Toute leur dotation est liée à l'hypothèque du bâtiment, qui est détenue par une douzaine de détenteurs d'obligations différents. Ils se croient en sécurité, mais j'ai racheté cette dette morceau par morceau sous un prête-nom. Il s'est penché, sa voix un murmure conspirateur et venimeux. D'ici vendredi, je posséderai 51% de leur dette. Je la réclamerai en totalité. Ils feront défaut en quelques secondes. Je saisirai. Je récupère le bâtiment. Je récupère la dotation. Et tous ces enfants malades. Il a haussé les épaules, prenant une grande gorgée du vin à 5 000 €. Ils peuvent aller dans un hôpital public. C'est à ça qu'ils servent. Il a de nouveau laissé échapper ce rire aboyant. C'est magnifique. C'est propre. Et c'est 100% légal. Ceci, Ariane le savait, n'était pas seulement de l'arrogance. C'était une erreur. Il révélait toute sa stratégie à 2 analystes juniors dans un restaurant public. Il était négligent. Et la négligence signifiait la vulnérabilité. Ariane s'est éloignée de la table. Elle a senti une vibration dans son tablier. C'était son téléphone prépayé. Un SMS de Chloé. Je l'ai entendu. Quel monstre. Je prends ma pause de 15 minutes. Je ne peux pas le regarder. Ariane est allée au poste de service. Monsieur Dubois, le maître d'hôtel, un homme grand, impeccablement habillé, la soixantaine, se tenait là, le visage un masque de désapprobation professionnelle.
Mademoiselle Valois, a-t-il dit à voix basse. La table s'était bruyante. Il l'est, monsieur Dubois, a convenu. Ariane. Il dérange les autres convives. La table 9. Il a hoché la tête vers une table où un sénateur dînait avec sa femme. C'est déjà plainte du langage. Veuillez faire ce que vous pouvez pour accélérer son repas. Je comprends, monsieur. Il est, a ajouté monsieur Dubois, sa lèvre se retroussant dans une rare démonstration de dédain, un homme vraiment détestable. Le compas doré est fait pour la célébration. Il semble n'être ici que pour jubiler. Je m'en occupe, monsieur, a dit Ariane. Elle n'est pas retournée à la table. Elle est retournée au vestiaire. L'odeur de truffe et de porto a été remplacée par l'odeur de cire à parquet et de vieux manteaux. Elle a sorti le téléphone Cassandre. Julien, a-t-elle dit. Le téléphone n'a pas composé. Il a simplement ouvert un canal vocal sécurisé et crypté vers son gestionnaire de patrimoine principal à Genève. Ariane a répondu immédiatement une voix nette à l'accent britannique. Il est 2 heures du matin ici. Je suppose que vous n'appelez pas pour discuter du fonds de Singapour. Julien, j'ai besoin que vous ouvriez un nouveau dossier. Cible, Capital Fournier, spécifiquement les véhicules de dette associés au bâtiment de la Fondation Saint-Nicolas. Je suis au compas doré. Marc Fournier est à la table 7. Il y a eu une pause et elle a pu entendre le tapotement rapide d'un clavier. Julien était la seule personne sur Terre à savoir qui était vraiment Ariane, la serveuse. C'était un banquier suisse de la vieille école qui avait été chargé de gérer son compte par le groupe Pictet et il était rapidement devenu son confident, stupéfait par l'algorithme qu'elle avait construit. « Mon Dieu !» a dit Julien, sa voix sifflant. « Vous êtes au restaurant avec lui. » Ariane, c'est peu orthodoxe. Il se vante, Julien. Il explique tout son plan. Il pense qu'il achète la dette de la fondation. Il a tort. Que voulez-vous dire? Je veux dire que nous l'achetons. Toutes. Maintenant. Quel que soit le prix, utilisez le compte de la Fondation Valois. Je veux posséder 100% de cette dette. Je me fiche de la prime. Rachetez tous les autres détenteurs d'obligations ce soir. Une autre pause, des frappes plus furieuses. Ariane, il a raison. La dette est fragmentée, mais Cassandre est déjà en train de cartographier les détenteurs. C'est possible, mais ce sera cher. Vous paierez une prime énorme aux détenteurs qui savent que Fournier essaie de les coincer. Il est surendetté, a dit Ariane, fixant les données sur son téléphone. L'analyse de Cassandre montre qu'il a un effet de levier de 2 cents pour un là-dessus. Il utilise toute la ligne de crédit de son entreprise, plus une garantie personnelle pour financer cela. Il a tout misé. C'est un joueur, a convenu Julien. Très bien, je lance le protocole Blitz. Cassandre compose automatiquement et fait des offres. Cela prendra environ 30 minutes. Quelle est la finalité, Ariane? Vous posséderez la dette. La fondation ne peut toujours pas la payer. Non, a dit Ariane, un plan froid se formant dans son esprit. Mais je ne vais pas réclamer la dette. Je vais réclamer la sienne. Il finance ses achats avec un prêt sur marge à taux variable de la Société Générale, garanti par ses propres actions avec droit de vote dans Capital Fournier. C'est écrit juste ici. Et la contrepartie de la Société Générale sur ce prêt. Laissez-moi voir. Elle a tapé sur l'écran. C'est un petit fonds spéculatif au Caïman, arbitrage Apex. Et alors? A demandé Julien. Alors, a dit Ariane en tapant sur une autre touche. Acheter arbitrage Apex, tout le fond, tout de suite. Le silence à l'autre bout du fil était profond. Ariane, acheter un fonds spéculatif pour obtenir un prêt? C'est magnifiquement insensé. Ça coûtera un demi-milliard. Nous l'avons, a dit simplement Ariane. Acheter le fonds. Ensuite, en tant que nouveau propriétaire de sa dette, nous lançons un appel de marge. Mon Dieu, a balbutié Julien. Si nous faisons ça, il devra trouver. Cassandre fait les calculs. Il aura besoin de 10 450 000 € en liquidité dans l'heure, sinon toute sa position, son entreprise, fait défaut. Je sais, a dit Ariane. Il est à la table 7. Il n'y arrivera pas. C'est fait, a dit Julien, sa voix remplie d'une soudaine excitation sauvage. Le fonds est à nous. Quand dois-je passer l'appel? Ariane a regardé sa simple montre de service. Quand je lui apporterai son plat principal, le canard confit. C'est une préparation de 30 minutes. Il devrait recevoir la notification juste au moment où je poserai l'assiette. Et Julien, faites en sorte que ça fasse mal. Elle a raccroché, a lissé son tablier et est retournée dans la cathédrale de la richesse. Une prédatrice déguisée en proie. L'atmosphère au compas doré s'était dégradée. La voix de Fournier, alimentée par la première moitié du vin à 5 000 €,
était devenue une intrusion grinçante. Les clients des autres tables évitaient ostensiblement de regarder, ce qui était la manière de la vieille fortune de crier en public. Monsieur Dubois se tenait près de l'entrée, les bras croisés, le visage un nuage d'orage. Ariane et 2 autres serveurs se sont approchés de la table avec les plats principaux, se déplaçant en une harmonie synchronisée et bien rodée. « Votre canard confit, monsieur Fournier », a dit Ariane, plaçant l'assiette devant lui. Fournier, cependant, fixait son téléphone, son visage, qui avait été Rubicon de vin et de bravade, soudain pâle et luisant. « Comment ça, indisponible » a-t-il sifflé dans le téléphone, sa voix un murmure tendu. « Comment ça, notre ligne de crédit est gelée. Je suis Marc Fournier. Capital Fournier est votre ligne de crédit. » Il a écouté, ses jointures blanchissant alors qu'il serrait le téléphone. « Quelle contrepartie? Qui a acheté Apex? C'est impossible. Je leur ai parlé ce matin même. Découvrez qui c'est. Découvrez-le maintenant. » Il a claqué le téléphone sur la table. Le bruit sec du plastique sur le lin était d'une intensité choquante. Ces 2 jeunes analystes, qui savouraient leur filet, se sont figés, la fourchette à mi-chemin de leur bouche. « Monsieur ?» a demandé le premier analyste, sa voix grinçante. « Est-ce que tout va bien ?»« Ce n'est rien », a claqué Fournier, bien qu'une goutte de sueur traçât maintenant un chemin sur sa tempe. « C'est une erreur administrative, un transfert de liquidité qui a été manqué. »« Ce n'est rien. » Il a pris son verre de vin, mais sa main tremblait tellement qu'il a renversé une éclaboussure du liquide rouge foncé sur la nappe blanche. « Merde !» a-t-il rugi, se levant brusquement. Chloé, qui venait de revenir dans la salle, a vu la tâche et s'est précipitée avec un siphon d'eau gazeuse et un chiffon, ses instincts l'emportant sur sa peur. « Oh, monsieur Fournier, laissez-moi m'en occuper. » Elle a commencé à tamponner la tâche, ses mouvements rapides et nerveux. Fournier, sa rage et sa panique ayant besoin d'une cible, en a trouvé une. « Ne touchez pas à ça !» a-t-il crié, repoussant sa main. La force du coup a envoyé le lourd siphon en argent s'écraser sur le sol. Chloé a reculé, des larmes montant à ses yeux, se tenant le poignet. Espèce de maladroite, d'incompétente. Fournier tremblait, le visage violet. C'est un costume Zegna. Vous savez ce que ça coûte? C'est plus que vos frais de scolarité à l'université. Vous, les gens comme vous ne pouvez rien faire correctement. Tout le restaurant regardait maintenant. Le sénateur à la table 9 était debout. Monsieur Dubois s'avançait d'un pas décidé. « Monsieur » a dit Monsieur Dubois, sa voix dangereusement égale. « Cela suffit. »« Ah oui » a ricané Fournier, se tournant vers le directeur. « Sinon quoi? Vous allez me mettre à la porte? Vous allez me virer? Je pourrais acheter ce restaurant pathétique et poussiéreux et le transformer en parking d'ici demain matin. Je suis à ça » il a tenu son pouce et son index à 1 millimètre l'un de l'autre, de posséder la moitié de ce quartier. « Chloé » a dit Ariane, sa voix tranchant la tension. « Va. L'arrière maintenant. Je m'en occupe. » Chloé, reniflant, a hoché la tête et s'est enfuie. Ariane se tenait devant Fournier, complètement calme. Elle tenait une serviette propre dans sa main. Elle ne l'a pas offerte. Elle l'a juste regardée. Son calme, son absence absolue de peur, semblaient l'enrager plus que les larmes de Chloé. Il la voyait comme le symbole final de sa perte de contrôle. Il a vu son uniforme simple, ses chaussures plates, son visage impassible, et il y a vu une opportunité de réaffirmer sa domination. Il a baissé les yeux sur ses chaussures. Elles étaient éraflées par des mois de service. « Regardez-vous » a-t-il dit, sa voix baissant à un grognement bas et moqueur. « Vous pensez que vous valez mieux qu'elle, n'est-ce pas? Avec votre petit air tranquille. » Il a fait un geste vers la salle, vers le sénateur, vers les couples riches. « Vous nous servez. Vous nous apportez notre nourriture. Vous versez notre vin. Vous frottez nos toilettes. Vous vivez de nos restes. Et vous pensez qu'un jour vous serez l'un des nôtres? » Il a laissé échapper un rire court et amer. « Laissez-moi vous dire un secret, ma petite. De la part de quelqu'un qui a réussi. » Il a tapé sur sa propre poitrine. « Vous n'y arriverez pas. Jamais. » Il a pointé un doigt épais vers elle. « Vous ne serez jamais riche. » Les mots sont restés suspendus dans le silence de mort. « Vous voulez savoir pourquoi » a-t-il poursuivi, sa voix conversationnelle comme s'il expliquait une simple transaction boursière. « Parce que vous êtes faible. Vous êtes timide. Vous n'avez pas le cran. Vous n'avez pas cet instinct de tueur. Vous n'êtes que l'arrière-plan. Vous êtes le papier peint dans la vie des gens importants. Des gens comme moi. » Pour souligner son propos, il a saisi son propre poignet, brandissant la masse squelettique et scintillante de la montre Richard Mille devant son visage. « Vous voyez ça?
C'est une RM50 A3. C'est un demi-million d'euros. C'est plus que ce que vous gagnerez jamais dans toute votre vie pathétique et invisible. Vous travaillerez jusqu'à ce que votre dos se brise et vous mourrez sans rien. Il respirait lourdement, son visage à quelques centimètres du sien. Le restaurant était complètement immobile. Les analystes à sa table semblaient vouloir ramper sous la table. Ariane n'a pas bougé. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle a juste soutenu son regard. L'ensemble de données était complet. La bulle était à son inflation maximale. « Puis-je vous apporter autre chose, monsieur ?» a-t-elle demandé, sa voix aussi plate et froide qu'une plaque de marbre. La question, si absurdement professionnelle face à sa tirade, l'a brisée. Il s'attendait à ce qu'elle pleure, qu'elle proteste, qu'elle démissionne. Il ne s'attendait pas au service. Il a ri. Un vrai rire authentique et dérisoire. « Ouais, vous pouvez m'apporter quelque chose. » Il a fait un geste vers son téléphone, qui était toujours éteint. « Apportez-moi un ticket de loto gagnant. » Non, attendez. Vous êtes probablement trop stupide pour même savoir comment en acheter un. Il s'est finalement rassis, triomphant, son pouvoir apparemment restauré. Il avait écrasé l'insecte. Maintenant, fichez le camp de ma vue, vous tous, et apportez-moi l'addition. Je quitte ce dépotoir. Monsieur Dubois a regardé Ariane, le visage pâle d'un mélange de fureur et de choc. Il était sur le point de parler, de finalement jeter Fournier dehors, quelles que soient les conséquences. Mais Ariane a secoué la tête, un mouvement minuscule, presque imperceptible. Elle s'est tournée, non pas vers la cuisine, mais de nouveau vers le vestiaire du personnel. Fournier a souri à ses analystes. Vous voyez, c'est comme ça qu'on les traite. On leur rappelle ce qu'ils sont. Son téléphone a vibré sur la table. Une notification. Ah, a-t-il dit en le saisissant. Vous voyez ? La banque. L'erreur administrative est corrigée. Il a déverrouillé l'écran. Son sourire a disparu. Le sang a quitté son visage. La couleur n'a pas seulement pâli. Elle s'est effondrée, le laissant d'un gris cireux et affreux. Ce n'était pas de sa banque. C'était une notification formelle de sa société de courtage. Sujet, appel de marge. Compte, CF 4590. Déficit, 10 450 000 euros. Délai de règlement, 30 minutes. Le non-respect de l'appel entraînera la liquidation immédiate de tous les actifs mis en garantie. Ces actifs mis en garantie, ses actions avec droit de vote, son entreprise. Non, a-t-il murmuré. Non. Il a tâtonné avec le téléphone, ses mains tremblantes peinant à composer. Passez-moi BNP. Passez-moi Crédit Agricole. Passez-moi n'importe qui. Trouvez-moi 10 millions d'euros. A-t-il crié à ses analystes. Les analystes étaient déjà au téléphone, leur visage cendré. Monsieur, nos lignes sont toutes gelées, a balbutié le premier. La nouvelle contrepartie, ils ont tout gelé. Il invoque une clause de risque matériel. Nous. C'est nous le risque. Qui est-ce ? A rugi Fournier, se relevant, sa chaise s'écrasant au sol. Qui est la contrepartie ? Qui me fait ça ? La lourde porte en chêne de la salle à manger s'est ouverte. Ariane Valois est revenue. Elle ne portait plus son tablier. Elle tenait son simple téléphone sans marque. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut comprendre ce qui s'est passé dans le vestiaire. L'échange entier avait duré moins de 90 secondes. Ariane avait franchi la porte, ignorant Chloé qui sanglotait près des casiers. Elle avait sorti le téléphone Cassandre. « Julien », a-t-elle dit, « c'est fait. » La voix de Julien est revenue, électrique. « Nous possédons le fonds Apex. » L'appel de marge a été délivré numériquement. Il lui reste 29 minutes et 40 secondes à partir de maintenant. Il est en train de s'effondrer, a dit Ariane, enlevant son tablier et le pliant soigneusement, le plaçant dans son casier. Il vient d'agresser Chloé. Quoi ? La voix de Julien s'est durcie. Est-ce qu'elle va bien ? Elle ira bien. Il délire à propos de sa montre, une Richard Mille. Il m'a dit que je ne serais jamais riche. Julien a laissé échapper un reniflement très peu suisse. L'homme vaut sur le papier environ 2 milliards. Vous, Ariane, valez ? Eh bien, disons que vous pourriez acheter le canton de Genève, sans parler d'une montre. L'ironie est délicieuse. C'est un ensemble de données, Julien, et il est sur le point de devenir un cas d'école. La dernière pièce est-elle en place ? La ligne de 10 millions d'euros ? Oui, mais Ariane, êtes-vous sûr que c'est du théâtre ? Ce n'est pas de la finance. C'est de la psychologie, Julien. Et il m'a donné le mobile parfait. Il n'a pas seulement menacé un bâtiment. Il a menacé la mémoire de mon frère et il a blessé mon ami.
Il doit comprendre pourquoi cela lui arrive. Il ne peut pas penser que c'est juste le marché. Il doit savoir que c'est personnel. C'est un narcissique, a dit Julien, comprenant. Il ne croirait jamais que le marché l'a battu, mais il pourrait croire qu'une personne l'a fait. Exactement. Il est à table en train de crier pour que quelqu'un lui trouve 10 millions d'euros. Il ne les trouvera pas, a dit Julien d'un air sombre. Cassandre a déjà signalé ses autres actifs à toutes les grandes institutions. Il est bloqué. C'est un paria. Il ne le sait juste pas encore. C'est un mort-vivant. Il a besoin de 10 450 000 euros, a dit Ariane. Faisons un chiffre rond et une bonne affaire. Elle a ouvert son application bancaire personnelle pour les clients fortunés. C'était une interface noire simple fournie par le groupe Pictet pour les clients de son niveau. Elle n'avait que quelques fonctions: transférer, acquérir et liquider. Elle a tapé un numéro de compte. Ce n'était pas un numéro au hasard. Cassandre l'avait déjà extrait des données du téléphone de Fournier. C'était son compte client privé à la Société Générale. Elle a tapé le montant, 10 millions d'euros, et dans la ligne de mémo, elle a écrit « Achat d'actifs en défaut, Capital Fournier SPV ». C'est prêt, Julien. J'y vais. Ariane, attendez. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça en public? Vous avez passé 2 ans à construire votre anonymat. Cela va briser votre couverture. Le fantôme de la Silicon Valley sera de retour à la une des Échos. Ariane a regardé son reflet dans le miroir déformé et bon marché de son casier. Elle a vu le chignon simple, le visage pâle, la simple robe noire. Elle a vu le « papier peint » que Fournier avait décrit. Pendant 2 ans, elle s'était cachée du monde qu'elle avait aidé à créer. Elle avait vendu le projet Cassandre pour une somme qu'elle ne pouvait même pas dépenser. Horrifiée quand elle a vu l'acheteur commencer à utiliser son pouvoir prédictif pour vider des entreprises, exactement comme Fournier. Elle s'était enfuie, essayant de trouver un semblant de monde réel, de nettoyer la tâche de sa création de ses mains. Mais là, debout, elle a réalisé qu'elle ne s'était pas cachée. Elle avait attendu une raison d'utiliser son pouvoir, non pas seulement pour le profit, mais pour la justice. Il a raison sur une chose, Julien, a dit Ariane, sa voix claire et forte. Je n'ai pas l'instinct du tueur. J'ai l'instinct du terminateur. Il y a une différence. Tuer, c'est sale. Terminer, c'est propre. Envoyez le communiqué de presse 1 heure après ma sortie. Utilisez mon nom complet. Il est temps. Bonne chance, Ariane, a dit Julien. Cassandre veille. C'est magnifique. Elle a mis le téléphone dans sa poche. Elle a poussé la porte et est retournée dans la cathédrale, non pas en tant que serveuse, mais en tant que châtiment. Ariane a traversé la salle. Le claquement de ses chaussures raisonnables sur le parquet était le seul son. Tous les yeux étaient sur elle. Fournier était debout, le dos à la salle, criant toujours sur ses analystes recroquevillés. Ne me dites pas que c'est difficile. Je vous paie pour faire le difficile. J'ai besoin de 10 millions ou nous sommes finis. Vous me comprenez? Fini. Monsieur, a murmuré un analyste en tendant son téléphone. Ce n'est pas seulement l'appel de marge. L'AMF vient d'ouvrir une enquête flash sur les achats d'obligations de Saint-Nicolas et Le Monde est au téléphone. Il pose des questions sur « Je m'en fiche », a rugi Fournier. Monsieur, a dit Ariane, sa voix n'était pas forte. Ce n'était pas un cri, mais elle a tranché sa panique comme un scalpel. Il s'est retourné, les yeux fous. Quand il l'a vue, son visage s'est tordu d'incrédulité. Vous, je vous ai dit de sortir. Vous êtes sourde? Vous semblez avoir quelques problèmes, monsieur Fournier, a dit Ariane, s'arrêtant à environ 1,50 m de sa table. Des problèmes? A-t-il craché. Vous ne connaissez pas le sens de ce mot. J'ai un. Vous ne comprendriez pas, apportez-moi l'addition maintenant. Vous n'avez pas besoin de l'addition pour votre repas, a dit Ariane. Vous avez besoin de l'addition pour votre entreprise. 10 450 000 euros, pour être précise. Fournier s'est figé. Les analystes se sont figés. Monsieur Dubois, près de la porte, s'est figé. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? A murmuré Fournier. J'ai dit, a répété Ariane en s'approchant, que vous avez besoin de 10 450 000 euros. Votre appel de marge de « Laissez-moi voir », elle a jeté un œil à son propre téléphone. D'arbitrage Apex, qui, à partir de 20h15 ce soir, est une filiale à 100% de la Fondation Valois. La mâchoire de Fournier s'est décrochée. Les 2 analystes se sont regardés, leur visage blanc de compréhension naissante. Vous, a balbutié Fournier. Vous êtes une serveuse. Vous portez des chaussures. Il bafouillait, son cerveau incapable de concilier les données. Je suis une serveuse, a convenu Ariane.
Je suis aussi à Valois. Comme dans Ariane Valois. Comme dans la AV qui a conçu le protocole Cassandre. Vos propres traders essaient d'en obtenir la licence depuis 3 ans. Le premier analyste a émis un petit son d'étouffement. Monsieur, elle, c'est le fantôme de la Silicon Valley. C'est elle. Fournier la fixait, son esprit visiblement en train de se briser. Non. Non, c'est un mythe. Elle est à Zurich. Elle est. Je suis à Saint-Germain-des-Prés, l'a corrigé gentiment Ariane. Et il vous reste, voyons voir, 22 minutes. Vous avez besoin de 10,45 millions d'euros. Mais vous savez quoi? Vous avez eu une soirée difficile. Vous avez été impoli avec mon ami. Vous avez menacé un endroit qui est important pour moi. Et vous avez renversé du vin sur une nappe très chère. Elle a levé son téléphone. Alors, disons un montant rond de 10 millions d'euros, a-t-elle dit. Son pouce planait au-dessus du bouton de confirmation du virement. Fournier la fixait, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement. Mais pourquoi? A-t-il finalement réussi à articuler? Vous me donneriez. Oh, non, a dit Ariane, et pour la première fois, elle a souri. C'était un sourire mince, froid et terrifiant. Je ne vous donne rien. J'achète. Vous achetez quoi? Je ne vends rien. Vous l'avez déjà fait, a dit Ariane. Au moment où vous avez fait défaut. Quand j'ai fait cet appel de marge, votre contrat de prêt stipulait que le prêteur, c'est-à-dire moi, avait le droit d'acheter votre garantie à un prix prédéfini pour couvrir la dette. Votre garantie était votre participation majoritaire de 51% dans Capital Fournier. Le prix prédéfini était de 10 millions d'euros. Elle a appuyé sur le bouton. Un léger son de balayage est sorti de son téléphone. Une seconde plus tard, l'application de la Société Générale de Marc Fournier a illuminé son écran avec une notification push. Virement entrant, 10 millions d'euros. De A. Valois. Mémo, achat d'actifs en défaut. Capital Fournier SPV. Fournier a regardé l'écran. Il a regardé Ariane. Il a regardé son canard à moitié mangé. Il a regardé sa montre à 500 000 euros. Vous, a-t-il murmuré, le mot étranglé par une compréhension horrifiante. Vous n'avez pas seulement couvert mon appel de marge. Vous l'avez exécuté. Les 10 millions. Ce n'était pas pour me sauver. C'était pour m'acheter. À prix réduit, a confirmé Ariane, remettant son téléphone dans sa poche. Vous venez de me vendre toute votre entreprise de 2 milliards d'euros, vos actions avec droit de vote, votre réputation de vautour, pour 10 millions d'euros. Qui, soit dit en passant, seront immédiatement saisis par la Société Générale pour couvrir les autres dettes que vous avez. Vous n'êtes pas seulement ruiné, monsieur Fournier. Vous êtes une erreur d'arrondi. Les jambes de Fournier ont flanché. Il s'est effondré sur sa chaise, les mains ballantes à ses côtés. La Richard Mille à 500 000 euros à son poignet ressemblait soudain à un jouet d'enfant, un accessoire en plastique bon marché. Vous, a-t-il balbutié. Vous êtes une serveuse. Je l'étais, a dit Ariane. Mais mon service vient de se terminer. Le silence dans le compas doré était absolu. Ce n'était plus le silence de la révérence. C'était le silence d'un vide laissé dans le sillage d'une explosion. Marc Fournier est resté assis là, ses yeux passant de l'alerte bancaire de son téléphone au visage d'Ariane. C'était un homme vidé, sa grandiloquence et son arrogance lui ayant été arrachées d'un seul coup net. Mais l'affaire Saint-Nicolas, a-t-il marmonné, sa voix à un râle sec. C'était une affaire sûre. Ma vente à découvert, mes obligations. Vos obligations? Ariane a incliné la tête. Vous voulez dire mes obligations? Pendant que vous vous vantiez de votre plan légal et propre, mon algorithme exécutait des ordres d'achat. Ma fondation a acquis 100% de la dette de Saint-Nicolas au cours des 30 dernières minutes. Vous essayez de coincer un marché que vous ne possédiez même pas. Vous n'étiez pas un requin, monsieur Fournier. Vous étiez l'appât. Les 2 analystes juniors étaient figés. L'un d'eux, celui qui avait été le plus obséquieux, a commencé à reculer lentement, très lentement, de la table. Fournier a levé les yeux vers Ariane, ses yeux soudain remplis d'une lumière de supplication désespérée. Le tyran, à l'instant où son pouvoir a disparu, était devenu le mendiant. S'il vous plaît, mademoiselle Valois, Ariane, vous ne pouvez pas. Mon entreprise, c'est ma vie. On peut trouver un arrangement. Je me retirerai de l'affaire du bâtiment Saint-Nicolas. Je ferai un don. Oui, je ferai un don. Le visage d'Ariane, qui avait été froid et analytique, s'est adouci un instant, mais pas de pitié. C'était avec une profonde tristesse. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? A-t-elle dit, sa voix calme.
Il ne s'agit pas du bâtiment. C'était le cas au début. Mais ensuite, vous en avez fait une affaire personnelle. Elle a fait un pas de plus. Vous avez raison sur une chose que vous avez dite ce soir. Je ne serai jamais riche. Fournier avait l'air confus. Mais vous venez de... Vous êtes milliardaire. Non, a dit Ariane, sa voix ferme. Le mot est fortuné. Ce que vous étiez, Marc, c'était riche. La richesse est bruyante. La richesse est désespérée. La richesse est une montre à $1 demi-million au poignet pour crier aux gens que vous comptez. La richesse, c'est avoir besoin de détruire des choses, un hôpital pour enfants, la dignité d'une serveuse, pour se sentir puissant. La richesse est une bulle, et vous, Marc, étiez la bulle la plus grosse et la plus vide que j'ai jamais vue. Elle a continué, la fortune. La fortune est silencieuse. La fortune a un but. La fortune est la capacité de mettre fin à des gens comme vous et de construire des choses pour des gens comme elle. Elle a fait un geste de l'autre côté de la pièce où Chloé se tenait maintenant près de la porte de service, regardant, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ce bâtiment que vous avez appelé une relique infestée de rats. Mon frère Léo a passé les 2 dernières années de sa vie là-bas. Les médecins de Saint-Nicolas, ce sont des imbéciles sentimentaux. Ils ont donné à ma famille 2 années de plus avec mon frère, 2 années que nous n'étions pas censés avoir. Il a rendu son dernier souffle dans une chambre au 3e étage, avec vue sur le jardin. Vous alliez transformer ce souvenir en une piscine de pentouses. Vous n'étiez pas seulement en train de vider une entreprise. Marc, vous étiez en train de profaner une tombe. Un hoquet collectif a parcouru la salle. Le sénateur à la table 9 a posé sa serviette et s'est levé, le visage sombre. Alors non, Marc, a dit Ariane, sa voix tombant à un murmure. Nous ne trouverons pas d'arrangement. Vous ne ferez pas de don. Vous allez partir. Votre téléphone, elle a hoché la tête vers son appareil, va sonner dans exactement 3 minutes. Ce sera le conseil d'administration de Capital Fournier, ou je suppose, mon conseil d'administration maintenant. Ils convoqueront une réunion d'urgence. Le premier et unique point à l'ordre du jour sera la résiliation de votre contrat de travail, avec effet immédiat. Elle a regardé les 2 analystes qui semblaient sur le point d'être malades. Vous 2, a-t-elle dit. Vous êtes virés. Dehors. Les 2 hommes n'ont pas eu besoin qu'on le leur dise 2 fois. Ils ont attrapé leur manteau et ont pratiquement fui la salle à manger, sans même un regard en arrière pour leur patron. Ariane s'est retournée vers Fournier. Vos actifs sont gelés. Vos cartes de crédit, toutes, viennent d'être annulées. Votre nom est retiré des comptes. La voiture dans laquelle vous êtes arrivé, c'était un leasing d'entreprise. Elle a déjà été signalée comme appartenant à un conducteur non autorisé. Si vous essayez de la conduire, vous serez arrêté. Elle a fait une pause, laissant la totalité de sa ruine s'installer. Vous n'avez pas d'entreprise. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas de voiture. Vous êtes, à cette seconde précise, exactement ce que vous avez toujours craint d'être. Un homme qui n'a rien. Fournier a juste fixé ses mains. Il semblait rétrécir dans son costume coûteux. Le vautour de la défense n'était plus qu'un homme. Un homme brisé et pathétique dans un restaurant chic qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais comment vais-je, a-t-il balbutié. Comment vais-je même rentrer chez moi? Ariane a fouillé dans la poche de sa simple robe noire. Elle en a sorti un billet de 20 € froissé. Elle l'a posé sur la table à côté de la bouteille de Pétrus à 5 000 €. Tenez, a-t-elle dit. C'est pour le métro. J'ai entendu dire, a-t-elle ajouté, sa voix dénuée de toute méchanceté, qu'il fonctionne toute la nuit, si vous avez le cran de le prendre. Ariane est restée un instant, observant l'homme qui, 1 heure auparavant, régnait sur le monde de la finance, fixant maintenant un billet de 20 € comme s'il s'agissait d'un objet étranger. Elle s'est détournée. L'échec et mat étaient complets. Il était temps de nettoyer l'échiquier. Elle s'est approchée de M. Dubois, qui se tenait près du podium, le visage un masque d'ahurissement total et profond. Monsieur Dubois, a dit chaleureusement Ariane. Mademoiselle Valois, a-t-il balbutié en se corrigeant. Je ne sais pas quoi dire. Je suis dans ce métier depuis 40 ans. Je n'ai jamais vu, rien de tel. Mes sincères excuses pour la scène, Monsieur Dubois, a dit Ariane comme si elle s'excusait pour un verre d'eau renversé. C'était inévitable. Veuillez mettre le repas de Monsieur Fournier et la bouteille de Pétrus sur mon compte. En fait, elle a regardé autour de la pièce. Tous les convives, le sénateur, les couples de la vieille fortune, la regardaient, leurs expressions un mélange d'admiration et de terreur. S'il vous plaît, a dit Ariane, mettez tout le service du dîner du restaurant ce soir sur ma note, pour tout le monde. En guise d'excuse pour le dérangement. Et s'il vous plaît, ajoutez un pourboire de 50% pour tout le personnel.
Les yeux de Monsieur Dubois se sont écarquillés. Mademoiselle Valois, cela représentera des dizaines de milliers d'euros. Ce n'est rien, a dit Ariane avec un petit sourire. Considérez cela comme un transfert de liquidité. Elle s'est ensuite dirigée vers le poste de service où se tenait Chloé, les mains sur la bouche. Chloé, a dit Ariane. Ariane, tu. Quoi? Chloé a fondu en larmes, mais cette fois, c'était des larmes de choc, pas de tristesse. Tu es elle, le fantôme. J'ai emprunté ton tablier de rechange. Je me suis plainte à toi de mes prêts étudiants. Je sais, a dit Ariane, posant une main sur son épaule. Et tu es une bonne amie, mais tu es vraiment une serveuse épouvantable. Chloé a laissé échapper un rire larmoyant. Je sais. Je suis tellement désolé. Ne le sois pas, a dit Ariane. Ce n'est pas ce que tu es censé faire. J'ai regardé les self-tapes que tu filmes dans le vestiaire. Celle pour ce film indépendant, Crépuscule sur scène. C'était brillant. Tu es une actrice phénoménale. Merci, a reniflé Chloé. Mais ils ont perdu leur financement. Le film est mort. Non, il ne l'est pas, a dit Ariane, sortant son téléphone Cassandre une dernière fois. Elle a tapé un message rapide à Julien. Trouver le projet Crépuscule sur scène, le financer intégralement et doubler le salaire de l'actrice principale. Elle a rangé le téléphone. Ma fondation vient de reprendre le financement du film. Tu as le rôle principal. Ton agent t'appellera dans environ 5 minutes. Le salaire n'est pas négociable et c'est le triple de ce qu'ils offraient. Les genoux de Chloé ont fléchi. Ariane l'a rattrapé. Rentre chez toi, Chloé. Appelle ta mère et prépare-toi pour ta première lecture. Tu vas devenir une star. Chloé, incapable de parler, l'a juste serré fort dans ses bras, sanglotant sur son épaule. Ariane s'est doucement dégagée et a fait signe à Monsieur Dubois. S'il vous plaît, appelez une voiture pour Mademoiselle Flore. Bien sûr, Mademoiselle Valois. Ariane a pris son mince manteau du vestiaire. En se dirigeant vers la porte d'entrée, elle est passée devant la Table 7. Marc Fournier était toujours assis là. Il n'avait pas bougé. Il fixait juste le billet de 20 euros. Il avait l'air vieux, petit, insignifiant. Il n'a pas levé les yeux quand elle est passée. Elle a poussé les lourdes portes en chêne. L'air frais et humide d'octobre de Paris lui a frappé le visage. Il sentait la réalité, la pluie, les gaz d'échappement et la liberté. Une Maybach noire, du genre de celles qui attendent habituellement la clientèle du restaurant, s'est glissée silencieusement jusqu'au trottoir. La vitre côté conducteur s'est baissée. Ce n'était pas un chauffeur. C'était Julien, qui avait apparemment affrété un jet privé de Genève dès qu'il avait entendu le plan d'Ariane. Il avait l'air froissé, épuisé et absolument ravi. « Julien, » a dit Ariane en se glissant sur le siège passager. « Tu n'avais pas à venir. »« Tu plaisantes » a ri Julien, engageant la voiture dans la circulation. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Tout le monde de la finance est en feu. Les Échos viennent de publier l'histoire. Le PDG Vautour évincé dans un coup d'état stupéfiant, remplacé par une mystérieuse milliardaire fantôme. Tu fais la une, Ariane. Bien, a dit Ariane, penchant la tête en arrière. Il est temps d'arrêter de se cacher. Alors, quelle est la suite? A demandé Julien. Capital Fournier, ou Capital Valois, je suppose, est à toi. Quel est le plan? Liquider? Restructurer? Ariane regardait les lumières de la ville défiler. Liquider, a-t-elle dit. Vendre les actifs prédateurs, chaque accord de Vautour, tout. Nous allons utiliser les profits, chaque milliard, et nous allons reconstruire chaque entreprise qu'il a jamais vidée. Nous allons financer des retraites. Nous allons réembaucher les travailleurs qu'il a licenciés. Nous n'allons pas être juste un fonds, Julien. Nous allons être un atelier de réparation. Julien a souri. C'est beaucoup de travail. Je sais, a dit Ariane. Mais je suis fatigué de simplement servir. Je suis prête à construire. Et Saint-Nicolas, la fondation ne récupère pas seulement le bâtiment, a dit Ariane. Elle reçoit une nouvelle dotation, une subvention de 50 millions d'euros pour construire l'aile de recherche pédiatrique Léo Valois. Il est temps que la mémoire de mon frère construise quelque chose aussi. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a regardé Julien. D'abord, par contre, je meurs de faim. Je n'ai jamais eu mon repas du personnel. Où allons-nous, patronne? A demandé Julien. Tu connais une bonne brasserie ouverte 24 heures sur 24? A demandé Ariane. J'ai une envie soudaine d'un croque-monsieur, et c'est moi qui régale. L'histoire de la vengeance de la serveuse est devenue une légende de la défense, murmurée dans les salles de conseil et les salles de marché.
Mais pour les personnes impliquées, la légende était une dure réalité. Marc Fournier, comme Ariane l'avait prédit, était fini. Il a été publiquement déshonoré. Ses amis du monde de la finance, les mêmes hommes qui l'avaient flatté, ont refusé ses appels. Les 20 € qu'Ariane lui avait laissés n'étaient qu'un début. Il a été enseveli sous une montagne de dettes personnelles qu'il ne pourrait jamais rembourser. Il a déposé le bilan 2 semaines plus tard. Sa bien-aimée montre Richard Mille a été vendue aux enchères chez Sotheby's, achetée par un enchérisseur anonyme. 2 ans plus tard, un article de Vice News intitulé « Du vautour au moineau » a dressé son portrait. Ils l'ont retrouvé. Il n'était pas dans un parking. Il gérait un stand de la brioche dorée dans l'aire de restauration de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. La photo accompagnant l'article était brutale. Marc Fournier portant un polo en polyester rouge et une charlotte, le visage bouffi et gris, les yeux morts, tendant une part de pizza à un voyageur. Le journaliste a noté qu'il était méticuleux, obsessionnellement propre et complètement silencieux. Ses analystes juniors ont été mis sur liste noire. Dans un monde où la loyauté et la discrétion sont primordiales, leur humiliation publique les a rendus inemployables. Ils ont disparu du monde de la haute finance. Le compas doré a connu une brève augmentation de popularité grâce au scandale. Mais M. Dubois, toujours professionnel, détestait la foule de touristes. Il a pris sa retraite 6 mois plus tard, mais il n'est pas resté inactif longtemps. Ariane Valois a tenu parole. Il est devenu le doyen de l'Institut d'hôtellerie Valois-Dubois, une organisation à but non lucratif qui formait des jeunes à risque aux carrières de services haut de gamme, entièrement financée par la Fondation Valois. Chloé Flore, comme Ariane l'avait prédit, est devenue une star. Crépuscule sur scène a été un succès du cinéma indépendant, et sa performance a été saluée par le monde comme brute et lumineuse. Elle a remporté le prix de la meilleure actrice au Festival du film de Deauville. Elle n'a plus jamais servi de table, mais elle et Ariane sont restés des amis proches, un couple étrange et loyal. Et Ariane Valois, elle n'est pas restée serveuse, mais elle n'est pas devenue PDG non plus. Elle a démantelé Capital Fournier avec la précision chirurgicale de son propre algorithme. Elle a utilisé ses milliards pour, comme elle l'avait promis, réparer le monde. Elle est devenue la philanthrope la plus puissante et la plus invisible du monde. Elle ne mettait pas son nom sur les bâtiments. Enfin, sauf sur un, l'aile de recherche pédiatrique Léo Valois à la Fondation Saint-Nicolas, qui est devenu le premier centre mondial d'oncologie pédiatrique. On la voyait rarement. Pas de fête, pas de gala, mais elle était là. Elle a été aperçue dans un petit café à Lyon, écoutant un jeune ingénieur présenter une initiative pour l'eau potable sur une serviette en papier. On l'a vue dans un centre communautaire à Marseille, assise tranquillement à une réunion sur la rénovation urbaine. Elle était, comme elle l'avait toujours été, le fantôme, le papier peint. Mais maintenant, elle n'observait pas seulement. Elle écoutait et elle investissait. Elle avait appris que la richesse était une arme utilisée pour blesser les gens. Mais la fortune, avait-elle décidé, était un outil. Et elle construisait enfin quelque chose qui comptait. Et c'est l'histoire de comment un virement de 10 millions d'euros au milieu d'un restaurant 5 étoiles n'était pas un acte de charité. C'était une exécution. C'est un rappel que le vrai pouvoir ne réside pas dans la montre à votre poignet ou le volume de votre voix. Il réside dans un but silencieux et inébranlable. Marc Fournier pensait que la richesse était un bouclier pour intimider le monde. Ariane Valois lui a appris que la vraie fortune est une épée, et qu'elle est plus efficace quand elle est tenue par quelqu'un que vous n'avez jamais vu venir.